Hello à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hello World sous la grisaille bordelaise. Qu'est-ce qui fait pas beau? C'est ouf. Je sais pas s'il fait moche comme ça sur toute la France, mais en tout cas ici il fait pas beau du tout. Encore une fois, comme d'habitude, je laisse le Discord ouvert. Donc ceux qui veulent venir sur Discord pour discuter, il n'y a pas de souci. Venez. Le Discord, on va balancer un petit message dans le Slack sur comment aller sur le Discord. C'est ici. Donc n'hésitez pas à venir. Venez pour discuter code, discuter de ce que vous faites au quotidien, discuter des langages qui sont les plus intéressants pour vous. N'hésitez pas. Sans transition, eh ben on va s'y remettre, parce que la dernière fois, on avait modifié l'appli Studio Renegade pour que ici on ait des petites flèches pour pouvoir naviguer vers un format d'émission, vers une page d'émission. Quand il y a une émission derrière le programme qui est affiché. On avait juste un petit bug qui était que on ne pouvait plus revenir. Hello Nediker, hello Virtanas aussi. Ce bug là, à savoir que quand on fait back, on revient sur la home, mais par contre si on clique sur émission, bien sûr j'ai modifié un truc, donc là hop là. Quand on clique sur émission, là on a bien la liste des émissions. Par contre, si on navigue ici, qu'on revient sur laquelle on refait émission, on est toujours sur une page d'émission. Donc on va fixer ce bug là, faire en sorte qu'on revienne, qu'on force la liste des émissions quand on clique sur le bouton dans la tab bar. N'hésitez pas, hein. D'ailleurs Nelliger, si tu peux venir en vocal, tu peux, y a pas de souci. Virtanas aussi, parce que Virtanas, on voit tes trolls sur la chatroom, mais on n'entend jamais ta voix. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Donc on va fixer ce bug de ce pas. Donc quand on crée une bottom tab navigator, on peut surcharger le tab bar on press. Chose que j'avais fait là. Donc on peut lui dire tab.defaulthandler de... comment ça se passe déjà? Je crois que c'est tab.sin.index. Ça doit être un truc dans le genre. Pour être sûr que les tabs... Paf! Index of undefined. Ah! C'est peut-être juste tab.defaulthandler tout court. Ouais, c'est ça. C'est defaulthandler. Très bien. Et du coup, si je vais dans Tech Review, ok, et si je fais émission, voilà, je reviens bien dans Tech Review. Et alors là, j'ai dans mon debugger, puisque je suis en debug, j'ai mis un console.log avec le tab, qui est le truc qu'on me passe en paramètre dans le tab bar on press, pour voir si dans le debugger, je pouvais pas juste voir sur quelle route on était, et en fonction de la route, envoyer la liste des émissions, plutôt que l'endroit où on est dans le stack navigator des programmes. Donc je vais voir ça de ce pas. Salut HD Loga. Virtanas, l'expérience utilisateur, toujours le même de Bob l'éponge. De quoi? On n'a pas compris. Je dois pas avoir la ref. Je ne dois pas avoir la ref. Donc default handler, c'est une fonction, c'est la fonction qu'on passe, machin, ok, navigation, voilà. C'est avec navigation qu'on va faire ça, je pense. Navigation.state, key programs, transitioning, machin, ouais. Ok. Donc si je clique là, ici dans mon navigation, qu'est-ce que j'ai? J'ai un state. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Nelliger, comment allez-vous? Mais très bien et vous? Très très bien. Très très bien. Ah,
Est-ce que tu vas débugger un service aujourd'hui? Un service à toi? Aujourd'hui, non, ça va. Non, aujourd'hui, j'étais confronté aux Corses. Ah oui, ouais, les Control fameux Access corps. Origin. Les trucs Parce que que... je me suis rendu compte qu'il y a un truc que Safari accepte, mais pas Chrome ni Firefox. C'est de dire étoile.tondomaine.com. Donc tous les sous-domaines d'un domaine sont acceptés. Ouais. Chrome et Firefox trouvent ça non sécurisé. Par contre, si tu mets juste étoile, c'est-à-dire j'accepte tout et je sécurise rien, là ils sont très contents. Ouais, les corps, ça a toujours été un bazar, sans nom. Expliquez-moi la logique. Ah, Virtanas avec l'arc-en-ciel, d'accord. Toujours le même, ok. L'expérience utilisateur, effectivement. HD Loga, je peux te poser une question sur ton travail de développeur? Mais bien sûr. Pas de problème. Si tu veux même la poser en vocal, tu peux venir dans le Discord, pas de problème. Est-ce que tu utilises des frameworks? Elle est trop usée cette blague maintenant. C'est clair. Mais t'as vu, même le community manager, maintenant, il me troll quand il annonce mon émission, quoi. Je sais pas qui c'est qui fait notre community j'ai pas management. vu le tweet, tiens, d'ailleurs je vais les retweeter. Où est-ce qu'il est le tweet? Ouais. Avec Ce 5 lignes de code et 34 frameworks, faut-il vous programmer une calculatrice qui résout la plus 1? Je ne sais pas. Et le mec sait même pas écrire framework sans faire de faute d'off-rap, quoi. Hein, je dis ça, je dis rien. Disons que tu serais plutôt du genre à utiliser un framework et 45 000 librairies. Parce qu'il y a des dépendances, tout ça. Oui. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu commences à utiliser une librairie ou un framework, ça devient rapidement le jeu de la pelote de laine. Tu tires le fil. Ah, la pelote vient. Alors, HD Loga qui dit... Intéressante question, ouais. Quand on te demande de développer quelque chose que tu ne sais pas faire, comment tu réagis? Aucun problème. Comment tu procèdes? Car perso, en tant que jeune développeur, je galère. Ah oui. Ouais. Le début... à te proposer. De quoi? J'ai une technique à lui proposer. Ah bah vas-y. Alors, écoutons Nelliger. Je te propose la technique des poupées russes. C'est-à-dire... On te demande un truc, c'est une montagne, ça fait peur, l'usine à gaz, tu sais pas comment faire, tu sais même pas par où commencer. Eh bien, tu te crées une tâche et tu te crées plein de sous-tâches. C'est-à-dire, on te demande, c'est bête à dire, mais on te demande un site web par exemple. Tu vas dire, bon, il faut un peu de code HTML, tu vois, mais il faudra aussi du CSS, mais il me faudra aussi du JS. Et puis dans le CSS, tu redétailles. Ah ben, il faudra designer le header, plus de footer, plus de machin. Donc là, c'est un exemple à la con, mais c'est faisable avec n'importe quel type de code. En fait, un truc qui fait peur et que tu sais pas du tout comment faire, quand tu te mets à le détailler, mais genre le plus précis possible, avec des sous-tâches à la con que tu vas faire en une ligne de code, hein. Quand tu commences à te le détailler à fond, tu te rends compte qu'en fait, tu vas y arriver. Et que ce qui te pose problème, c'est des petits détails à la con que tu vas chercher 2 minutes sur le net, et voilà. Ouais, je pense que de toute façon, en général, mais même quand t'es pas jeune développeur, même quand t'es vieux développeur, quand t'es un vieux de la vieille ou quoi que ce soit, je pense que l'itération, enfin le travail en itération, c'est toujours le truc, le maître mot, quoi. C'est si effectivement tu t'attaques à un énorme chantier de fou, genre créer une app ou créer un site web. Bah, le mieux c'est effectivement de commencer à ordonner ton truc et si possible découper les tâches au max. Il faut encore mettre Nelliger plus fort, mais c'est pas possible. Il est à 200%. Attends. Ah, c'est peut-être ta source audio qui est Bah, basse. pourtant t'es dans le jaune. Bon, je monte le desktop, mais alors du coup la musique sera plus forte après. Vas-y, tente. Sans crier. 1, 2, bonjour 3, 4. Bonjour 3, 4. J'aime. On fait ce qu'on peut, j'ai un email en même temps. Bon, je t'ai mis à fond. J'ai mis la source desktop à fond. Donc, bah, tant pis pour vous, vous aurez les oreilles qui saignent quand je remettrai la musique. Le pauvre, on le met pas fort sur tous les streams. Ouais, c'est vraiment compliqué en fait. Hein, gérer des... C'est peut-être pour ça qu'il existe un métier qui s'appelle ingénieur du son d'ailleurs. Je pense que le métier d'ingénieur du son, c'est un métier qu'on mésestime. Parce que c'est effectivement régler le son et les soucis de son, c'est un métier à lui tout seul, quoi. C'est vraiment très compliqué. Ah, voilà, dit Virtanas. Bien. Donc on t'entend mieux.
Mais sauf que maintenant tu ne dis plus rien car tu lis ton email. Et tu t'es même coupé ton micro. Ah, tu dois répondre. Ah ouais, en fait, je suis en train de répondre à l'email, donc tu vas entendre le clavier à mort, tu vois. Je coupe mon micro, ouais, je suis quelqu'un de civilisé. Oui, oui, mais tu fais bien, tu fais bien. Mon tab Baron Press, il y a que... Je sais même pas pourquoi j'ai appelé ça tab. Je vais faire un petit coup de debugger. Est-ce que dans le debugger, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Parce que parfois, suivant l'endroit où on s'arrête, on n'y voit pas grand-chose. Alors, tab. Ok. Tab Baron Press, Default Handler Navigation. Donc ça, c'est la call stack. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le scope? Le scope local, on a tab et this. This, tab par label, émission. Ah! Alors, this, dans ce scope-là, c'est le bouton. Le bouton de la tab bar. Ok. Donc on peut déterminer quel est le bouton. Alors il y a tab bar icon, tab bar on press. Oh, cette pop a vu son iPad expédié. C'est vrai? Mhm. C'était le 8 qu'ils étaient censés les... Non, non, demain, ils sont censés arriver demain. Ah, demain. Et le mien aussi. J'ai pas reçu de mail, mais son statut aussi. Eh ben dis donc. Tu vas avoir un wonderful iPad. HD Loga qui dit... Ah oui, parce qu'Android Windows, je lui avais dit ne pas refuser des tâches que tu ne connaîtrais pas et qu'il serait possible d'apprendre si c'est dans ton futur domaine. Pourquoi pas. HD Loga qui dit je refuse jamais les tâches, mais quand tu récupères un projet avec des technologies que tu ne connais pas et que tu dois déjà apprendre et qu'en même temps tu dois développer une feature alors que tu ne sais pas trop comment tout cela marche, j'ai un peu la même réaction qu'un mec face à une voiture avec le capot ouvert et qu'on me dirait trouve le problème. Ah. Ouais, alors ça c'est le problème de quand tu débarques sur un projet et que le management du projet, donc que ce soit un manager, un chef de projet, un directeur de projet, ce que tu veux, ou même toi, n'a pas prévu de prise en main du projet. Parce que la prise en main d'un projet, c'est toujours... Enfin, ça se prépare, quoi. Tu peux pas, on peut pas te dire, tiens, ce projet-là, là, il y a 4 heures de boulot à faire, tiens, t'as 4 heures. Ça, dans la vraie vie, c'est le meilleur moyen de passer 12 heures sur une tâche de 4 heures. Donc, en théorie, si la chose est bien faite, il faut que tu te prévois du temps pour la prise en main du projet et potentiellement, si c'est sur une techno que tu ne connais pas, effectivement, un minimum de formation ou d'auto-formation. Si tu es dans une boîte type SS2I, enfin ESN, on dit ESN maintenant, ou autre, ou boîte de consulting ou autre, n'hésite pas à demander de la formation. Je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait tous quand on est jeune. Au début, on se dit, quoi qu'il se passe, il faut que je me démerde tout seul, et si je suis dans la merde, c'est de ma faute, et je vais devoir m'en sortir par moi-même. C'est pas une erreur, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut être un bonhomme. Je pense que la phrase qui vient d'être dite est débile. Merci. Mais elle était dite sur le ton de la plaisanterie et de l'ironie. Je pense que on gagne toujours à demander de l'aide quand on en a besoin. Je pense que le pire qu'on puisse faire, c'est dire je vais me débrouiller, se surcharger de boulot, et au final cramer les délais, et ça nous retombe toujours sur le coin du nez. Donc je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est effectivement déjà de lever une alerte le plus rapidement possible, en disant attention, on m'a demandé de faire ça, on m'a donné ça à faire. Donc soit on t'a demandé d'estimer combien de temps ça te prendrait, et là à ce moment-là, il faut que tu dises bah j'ai besoin d'une tâche que tu peux timeboxer, hein. Tu peux dire je vais passer une demi-journée pour étudier et la techno et le projet avant de pouvoir même chiffrer ce qu'on m'a demandé de faire. Ça, c'est le mieux. Après, si on t'a filé la tâche avec un chiffrage en te disant démerde-toi, bah en fait, ta première réaction, ta première responsabilité, entre guillemets, en tant que développeur,
c'est de souligner le fait que c'est pas possible. Ce qu'on te demande Ça n'ira pas. est pas possible en l'état actuel des choses. Et qu'il te faut vraiment un délai, ne serait-ce que pour t'apercevoir si c'est faisable ou pas, par rapport à l'étendue de tes connaissances et par rapport à l'état du projet actuel. Quoi. Si on te demande de faire une tâche, t'en as pour 4 heures sur un projet que tu connais pas, que t'as jamais ouvert, si le projet est pourri, et qu'il est mal ficelé, et qu'il y a des trous dans tous les sens, bon bah il y a des chances pour que tes 4 heures tu les exploses quoi. Par contre, ce qu'on risque de te reprocher, c'est si t'exploses tes 4 heures et que t'en parles à personne et qu'au bout d'une semaine, bah au final t'as passé une semaine sur le truc sans avertir ta hiérarchie que tu allais exploser les délais quoi. Je fais du Node.js là, ça te plaît hein? Oh, dis donc, ça te fait Par plaisir? obligation. Oui, il y a des moments je me dis, ah, ok, back to PHP, ça va être une requête HTTP ça. Hein. T'es sur ton serveur de boucle? De boucle? Ah non, 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 là, je suis pas du tout sur Studio Reggae, je suis sur Ah oui, Startup, tu fais une réseau startup. social. Et le main dev d'une startup depuis 4 ans maintenant. On a un réseau social. D'accord. Ok. Et il t'impose de Il faire y a- du Node.js? Non, pas du tout. Ah. Ah non, je choisis tout dans le projet. Hein. Ah. Et non, le Node.js, je l'ai fait pour le serveur de chat. Là, Ah oui. je dois faire quelques modifications dessus. Je m'en sers que pour ça, pour gérer les... Comment on appelle ça? Les WebSockets? Ouais, voilà. Parce que ça, en PHP, c'est con. Donc Ouais. ça, je les gère avec Node.js. Bah sur 6, là, la semaine dernière, j'ai implémenté le chat dans les applis. Enfin, la semaine dernière et la semaine Voilà. d'avant. Et franchement, les souscriptions GraphQL là-dessus, c'est hyper clean. Et ça marche très bien. Ce qui m'emmerde avec Node.js, c'est l'asynchrone. Vraiment, j'arrive pas à m'y faire. C'est chiant. Tout devient compliqué pour rien, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire la synchrone. Le fait de réagir à... C'est-à-dire que si on m'envoie tel event, je dois faire ça, 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 mais je dois le faire dans un certain ordre. Or, Node.js, il exécute tout en même temps. Rien à branler. bah, sauf si tu bosses à partir de Promise. Si tu bosses à partir de Promise, tu peux... Alors, je me suis vaguement renseigné, je me suis dit, ça va être encore pire. La syntaxe va être dégueulasse. A5 et await, on me dit. Ouais, j'étais le gars qui dit async et await. Et Non, bah en fait, ça m'avait tellement énervé à l'époque, ce côté asynchrone, que je me suis dit, c'est pas grave, hein, quand il va falloir faire du vrai boulot, ça va faire une requête sur l'API en PHP. Mais sinon, effectivement, les promises en JavaScript, ça marche plutôt bien. Et... Ah, je dis pas le contraire, hein, ça me plaît pas. Donc, comme je suis pas strictement obligé de les utiliser. Oui, après, effectivement, JavaScript, lui, tu lui donnes un programme, il le déroule. Enfin, tu lui donnes un script, il le déroule. Et il le déroule pas, justement, c'est ça le truc. C'est qu'il lâche tout en même temps. C'est ça qui m'emmerde. C'est-à-dire, il lâche tout en même temps. Mais ton Node.js, En oui, fait, par exemple, j'aimerais bien pouvoir faire une requête Redis Ouais. et dire, tant que cette requête n'est pas faite, tu exécutes pas la ligne qui est notée après. Hein. Et pour faire ça, je me retrouve à devoir mettre le code suivant dans le retour de la requête Redis, ce qui est dégueulasse. Hein, ce genre de truc. Bah ouais, mais ça me paraît. Bah alors à ce moment-là, effectivement, si tu veux tout mettre sur la même indentation et faire un programme synchrone alors qu'il joue avec de la synchrone, je rejoins HDLoga sur le fait qu'il faut que tu utilises async await. Bon, ça, j'ai pas bien regardé par contre. Async await, je sais pas comment ça fonctionne, je vais regarder. C'est ECMAScript 7. Async await JS. Je crois que c'est ES7. Ah, ou c'est peut-être ES6. Je sais plus. Async await, une meilleure façon de faire de l'asynchronisme en JavaScript. Enfin disponible pour tous. Disponible depuis la version 7.0 de Node.js. T'es sur quelle Mais version? pourquoi c'est pour faire de. Bah, Ah, Ah, c'est peut-être une vieille. Hein. ah bah oui. Il va peut-être falloir que tu upgrades ta version. C'est une 6.11. Ah ouais. Alors c'est disponible depuis la 7.0 et c'est complètement intégré dans la 7.6. Visiblement. Mhm. Mais on parle de faire de la synchrone, c'est justement ce que je veux pas faire.
Mais non, async await, c'est pour... en fait, tu flags tes fonctions async quand elles sont asynchrones. Ouais. Et tu mets un await devant un appel de ta fonction. Donc genre, ta requête Redis. Et en fait, Mhm. il va attendre que ta requête Redis revienne avec le... Là, en fait, voilà. Sur le blog post sur lequel je suis, c'est expliqué assez simplement. T'as des fonctions asynchrones qui sont flaguées async. Mais normalement, elles sont toutes de base. Comment? Elles le sont toutes de base. Par exemple, les fonctions Redis que j'utilise, elles sont toutes asynchrones. Mais elles ont Pas le les mot-clé fonctions à moi, je async veux dire. devant les fonctions que t'as Je ne créées sais. toi pour accéder au... Ah, moi. Ah non, j'ai pas créé de fonction, moi. Bah, tu peux te créer une fonction, ou alors quand tu fais l'appel à la fonction Redis, si elle est... Mais ouais, mais il faut qu'elle soit flaguée async, je pense. Je sais pas si elle l'est. Quoique... tu peux await la fin de ta requête pour faire autre chose. Oui, c'est ça, HDLoka. Ah, il t'a envoyé un lien sur GraphiCart Ouais, t'as vu. débuté Merci. Promise Async Await. Mais bon, grosso modo, ouais, j'allais te dire c'est que ça marche comme en C#, mais t'as pas utilisé C#, toi. Non. C'est ouais, c'est vraiment le même truc qu'en C#. En fait, tu fais const ma variable, bah genre là, const nombre 1 égale await get nombre asynchrone 1. Mais donc, il faudra mettre à jour notre JS pour que ce soit utilisable. J'espère qu'il n'y a pas d'incompatibilité parce que je peux pas me permettre une panne. Node.js, enfin, moi en tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec. Mais donc, du coup, quand j'ai commencé à développer ça il y a 4 ans, ce truc-là, Mhm. donc ton A5 Await n'existait pas du coup. Il y a 4 ans. Ouais, non, ça devait être en proposition, mais pas Ouais. encore. Et du coup, moi je me suis arraché les cheveux là-dessus en remarquant qu'ils faisaient tout en même temps. Et je disais, oui, mais non, mais ça pète mon flow, je peux pas. Tu vois, ça Et me en plaît fait, il pas fait faire pas tout en tout même en même temps. temps. C'est juste que JavaScript, tu as une pile d'exécution. Et tout ce qui est asynchrone, en fait, ça part sur une pile différente. Enfin, c'est un peu comme un. C'est pas vraiment des threads, mais c'est un peu comme si tu faisais du multithread. C'est-à-dire, tu. En PHP, je sais pas si tu utilises les threads, le threading. Oui, oui, si, beaucoup. Bah, du coup, quand tu lances un nouveau thread, ton instruction d'après avoir lancé le nouveau thread, elle est exécutée sans attendre le retour du thread. Oui, bien sûr. Bah, en fait, il faut que tu vois ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu Ouais, mais appelles. c'est ce qui me dérangeait, si tu veux, parce que moi je faisais des trucs où par exemple, il fallait pas que la suite s'exécute tant que la ligne n'est pas insérée dans Redis. Donc je me retrouve avec des niveaux d'indentation de folie, tu vois. À chaque fois, c'est dans le retour Redis que je fais la suite, parce que ça doit pas être fait avant. Ouais. Ah, je me suis arraché les cheveux, hein. Alors pour ça, le premier niveau, si tu veux pas upgrader Node.js, le mieux c'est les promises. Parce que les promises, tu peux appeler ton truc HTTP et derrière, après l'appel de ton... bah, attends, je te montre le fetch, agenda, euh, tac tac tac, hop là, tu vois. Enfin, tu verras sur le retour. Ici, dans mon component did mount, j'ai un C'est fetch. ça, j'utilise les callbacks HDLoga, je crois que c'est le bon mot. Ouais. Et alors, les promises, c'est pour éviter d'utiliser les callbacks. Ouais, parce que ça marche, hein, mais ça donne du code moche, hein. Ben, oui, bien sûr. Mais avec les promises, en fait, tu conserveras toujours la même indentation. Tu vois, là, par exemple, j'ai mon fetch. J'ai un Mhm. premier point zen qui retourne data.json. Et j'ai un deuxième point zen qui récupère, en fait, le résultat de data.json en paramètre. D'accord. Résulte, et je fais un store résulte. Et je pourrais retourner un truc là et faire un autre point zen et utiliser le retour Ouais, d'avant. mais ça revient au même que. Ça revient au même, en fait. Que les callbacks? Bah oui, niveau indentation, ça te fout le même bordel. Non, parce que t'as qu'un seul niveau d'intention. Là, tu peux en faire de façon. Enfin, tu peux en faire autant que tu veux. À partir du moment où tu retournes des promises. Mhm. En fait, une promise, c'est une promise en JavaScript, c'est un machin qui, c'est juste un truc qui va faire quelque chose d'asynchrone, genre écrire sur le disque, effectuer une requête sur une API REST, ce genre de choses.
et qui a une signature bien particulière. Je sais pas, dans les prototypes, voilà. Je crois que dans les promises, le prototype, c'est t'as un point zen qui en fait est, tu peux voir ça un peu comme l'encapsulation d'une callback que tu pourrais avoir passée, et un point catch qui va être appelé à partir du moment où il y a une erreur dans ta chaîne entière de promises. C'est-à-dire que si tu utilises 12 promises que tu chaînes avec des points zen, point zen, point zen, point zen, si tu mets un point catch, en fait, il sera appelé si tu as une erreur dans n'importe lequel des zen. Donc ça simplifie l'écriture des callbacks, on va dire. Mais effectivement, le mieux, le plus clean, serait d'utiliser async await. Mais ça implique que tu mettes à jour ton Node.js. Sachant que t'es sur Node 6 et quelques, les promises sont pas de problème. Mais j'espère que c'est pas risqué là, parce qu'on proposerait plutôt de passer à 8 là, entre 6 et 8, j'espère qu'il n'y a rien à risquer quoi. Ils ont l'habitude, notre ingénieur, de faire des trucs non rétro-compatibles ou c'est safe? Parce que j'ai pas encore de vue là-dessus moi. Sur la 8, oui, il me propose la 11. Bah dis donc. Mais sous Gentoo Linux, les cycles sont longs parce qu'on met pas des trucs qui sont pas entièrement testés. Ouais. En théorie, je crois pas qu'il y ait de gros... J'en sais rien, franchement. Node.js, moi je l'utilise principalement pour utiliser... pour le gestionnaire de package, qui est NPM. Et pour les devs, mais pour les serveurs de dev, quoi. Donc, ouais. Les serveurs qui te servent juste comme Metro, qui est le packager qui est ici, qui tourne là, qui est le packager de React Native. Ce qui fait que au final, la complexité de la mise à jour de Node, elle m'est un peu cachée, entre guillemets. Je vois. J'ai fait une fois un serveur express en Node.js. Ça c'était... J'avais fait un update de Node, d'ailleurs, de la version de Node. Ça s'était bien passé. Mais en fin de compte, comme j'utilise beaucoup Express et que j'ai pas fait trop de tuning en dehors du cas d'usage typique de Express, en fin de compte, la mise à jour de Node était accompagnée d'une mise à jour de la librairie Express, ce qui fait qu'au final, la librairie te cache un peu la complexité de mise à jour. Je pense. C'est de la triche. Bonjour, C3UINT Orc. Orc? Oula, je ne sais pas. Les promises, tu peux les enchaîner, effectivement. L'async await, c'est une amélioration du système de promesses avec la création de fonctions asynchrones, mais que compatible avec la version récente de Node. Notre boutique des stickers... je comprends rien. Salut ma Bills. Tu comprends rien à quoi? À notre discussion autour des promises de async await? Vous parlez français? Non, on parle code. On parle JavaScript. Et là, ça peut faire mal au crâne. Oui, on parle français. On parle français, on parle un français de développeur JavaScript. Donc là, effectivement, c'est pas hyper beginner friendly, cette discussion-là. Enfin bon, en fait, t'as le choix entre deux choses si tu veux améliorer la façon dont tu écris ton code, Nelliger. Soit tu utilises les promises dès maintenant, parce que tu n'as pas besoin de changer ta version de Node.js. Soit tu investis un peu de temps sur l'upgrade, plus te former sur async await, quoi. Mais async await, c'est un truc... moi je sais qu'en C# quand ils l'ont sorti, ça a un peu révolutionné la façon d'écrire le code asynchrone. Quoi. Salut Adrien Redon. Donc, on va fixer notre bug quand même, parce que le temps file et on n'a toujours pas fixé le bug. Donc on a dit que dans notre tab bar onPress... Je suis toujours en debug en plus. Ouais, je suis toujours en debug. Ouais, il a que tab. Ok.
Donc on a donné default handler, notre navigation et notre tab par label. C'est dommage qu'on n'ait pas l'index. L'index de la tab. Switch route name. Const route name navigation.state. Ok. Donc là, on va faire un petit switch route name hein, sur le même principe. On va sortir le debug et le console log. Dans notre switch. Oh, le sale. Quoi? Le vilain. Espèce de vilain. Je suis pas réveillé. Il n'est que midi, que 13h05. Je suis fatigué. Mon dieu. Voilà. Case. Route.programme. Et si ce case route.programme, on fait tab.navigation.navigate. Et où est-ce que c'est qu'on va naviguer? On va naviguer vers programme route.programme home. Alors navigate c'est quoi? Option route name, c'est ça. Route name de point pro. Moi je regarderai tout ça, HDLoga. Route. Mets-toi juste à ma place de développeur PHP Vanilla il y a 4 ans. Avec les callbacks et voir le code que ça me faisait faire. Alors. Ça m'a pas donné beaucoup envie de faire plus de Node.js à l'époque. Bah, je comprends. Je comprends. Surtout que à l'époque, effectivement, c'était pas forcément. Et je me souviens que j'étais dépité et mes associés me disent mais quoi, il y a un problème, ça marche pas? Si. Non, mon serveur de chat il fonctionne. Il me dit bah alors quoi? C'est dégueulasse. Ça te faisait mal. Ça t'a fait mal à ton estime de toi-même? Ça m'a fait mal, ouais. Alors, si je clique sur Foxcraft, j'arrive sur Foxcraft. Très bien. Si je fais back, je reviens sur l'accueil. Ok. Si je clique sur émissions, j'arrive sur la liste des émissions. Le bug est fixé. Merveilleux. Tiens, est-ce que tu veux l'information, le dernier mec qui a sub en date, avec quand est-ce qu'il a sub? J'ai ce genre de truc maintenant. Je suis en train d'ajouter plein d'informations aux data du site. Attends. Là, j'ai mon navigateur, mon simulateur qui est en train de partir en sucette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas fait slow animation? Non. Pourquoi? Non, d'accord. Ok, pardon. Non, excuse-moi, je n'y étais pas. Non, j'ai eu... Ouais, bon, ça a juste ralenti. Oula. Bon, c'est mon simu qui ralentit. Tu m'as dit, du coup, tu me proposes les derniers follow et les derniers... Sub. Ouais, ça j'ai. Ouais, tu voudrais que Enfin, le dernier. J'ai capturé le dernier seulement. Tu voudrais que je fasse quoi? Genre dans nous soutenir, mettre un truc... Ah, moi je veux rien du tout. Hein. Il n'y a aucune requête de la technique. Je te dis juste que l'information existe. Disponible. Avec ça, tu fais tout ce que tu veux. Je te passe le bébé. Ouais, je sais pas trop quoi en faire en fait. Je comprends. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et pourquoi elle rame cette animation? Oula. Ça rame à fond là, à fond les ballons. Je vais voir si sur un device ça rame autant. J'ai l'impression que c'est mon simulateur qui est en train de décéder. Alors, si on met à jour l'appli sur l'iPod. Hop là. Alors, HDLoga, je comprends, moi je viens de JavaScript à la base et j'ai dû bosser sur du PHP et Laravel. Il parle pas de framework Annihilator, il va se changer en Hulk. Il va se mettre en rogne. Juste par curiosité, les devs sur le chat, vous passez combien de temps à développer par jour? Ouf. Beaucoup trop. Beaucoup trop, je pense. Puis moi en plus je suis un peu con, je me mets des défis et des devs annexes sur des projets perso. Donc beaucoup trop.
Je sais qu'il faudrait que je code beaucoup plus pour m'améliorer encore plus rapidement, mais parfois je me dis que je suis trop con et que le développement c'est pas pour moi. Alors ça, je sais pas si Nediger ça te l'a fait souvent. La dernière remarque de HD Loga. Il faudrait que je code beaucoup plus. Qui dit parfois je me dis que je suis trop con et que le développement c'est pas pour moi. Je suis plus con qu'un autre. Hein. Franchement, ça c'est ce genre de truc. Il faut pas penser à ça. Faut te dire que tout le monde est un imposteur. Et que les gens très bien placés dans une entreprise en développement, ils sont pas meilleurs que toi en vrai. Déjà. Et puis surtout, je pense qu'il faut se dire aussi que dans chaque métier qui soit pas... non, j'allais dire qu'il soit pas complexe, mais en fait dans chaque métier, hein, que n'importe quel métier, il y a toujours des moments où tu te dis que en fait t'y arrives pas, ou t'es naze, ou t'es moins bon que l'autre, etc. Oui. Il y a toujours des périodes où tu te sens comme un killer et des périodes où tu te sens comme une bouse. Rappelle-toi que tout le monde est un imposteur et que tout ce qui change, c'est l'estime de soi qu'on a. Moi, je sais quoi? J'ai le bac. Voilà, j'ai le bac passé de justesse en plus, j'ai tout appris moi-même. Donc, je rencontre des mecs qui ont des vraies études d'informatique, qui se la pètent à mort et qui me prennent de haut et qui savent rien foutre de leurs 10 doigts. Oui. Qu'est-ce qui change entre nous? L'estime de soi. C'est tout ce qui change. Donc au bout d'un moment, tu te dis toi-même, je suis un développeur et je vaux ce que je vaux, et j'emmerde le monde. Et tu vas voir que t'es pas mauvais. Ouais, carrément. Salut Ziok, merci pour le Twitch Prime. Ouais. Moi j'ai connu des équipes de dev à 10 devs, où en fait c'était 2 mecs qui rattrapaient les conneries des 8 autres. Hein. J'ai connu des équipes de dev où c'était 3 devs qui étaient super balèzes mais qui s'entendaient pas bien entre eux. Donc en fait chacun passait son temps à réécrire des parties codées par les autres, etc. Je pense qu'il y a toutes les configurations possibles et imaginables. Il y a des gens... Il y a des gens qui sont bons, des gens qui sont moins bons, des gens qui sont parfois bons, d'autres fois moins bons. C'est normal, on est tous des humains. C'est à peu près logique. Et puis on évolue. Attends, moi quand je tombe sur du code que j'ai écrit il y a 10 ans, je me fais oh, je voudrais inventer une machine à remonter le temps, retourner dans le passé, me prenait un temps. Pour te gifler. Donc voilà. Et quelque part c'est rassurant. Parce que quand tu te dis ça, au premier abord, tu te dis oh putain que j'étais naze. Et au deuxième abord, c'est rassurant. Tu te dis ouais, quand même, j'évolue. Oui. Voilà. Sachant que on retombe toujours sur la même discussion sur laquelle on ne s'accordera jamais, savoir qui est de dire parfois les délais, les contraintes font que tu es plus ou moins obligé de coder vite et surtout de coder quelque chose qui dans ta tête au moment où tu le codes a une forme et qui potentiellement 3 semaines, 3 mois, 3 ans plus tard n'a plus du tout la même forme. Alors je rigole bien en ce moment, hein, parce qu'on est en train de refaire tout le front. Donc moi je dois refaire tout le bac pour faire une API REST. Ouais. Et moi je fais ça tout seul, hein, le bac. Et il y a toute une agence qui s'occupe de redévelopper le front en je sais plus quoi. Oui. Une de ces technologies de front là. En React, en Vue, en Angular. React, tout ça bazar. Les mecs, ils sont genre 10 sur le projet, ils disent ah non, nous on fait bien, en plus on utilise forcément un framework parce qu'on gagne énormément de temps, machin. Résultat des courses, on avait prévu que 1 mois de dev pour le front et que moi j'en aurais pour 3 mois parce que je suis tout seul et machin brol, et donc j'ai dû me speeder parce que je me suis dit je vais être le maillon faible. Au final, moi j'ai fait le bac en 2 mois et le front ça fait 1 an et demi qu'ils sont dessus. Voilà. Donc classique. Et surtout les mecs vont te dire 9 mois après que t'aies fini ton taf, ah au fait ça tu l'as pas bien fait. On me dit, en plus l'équipe me prenait de haut, oui, mais tu devrais quand même faire quelque chose, surtout si t'es tout seul, tu vas quand même pas faire ton API back en PHP Vanilla, enfin tu te rends pas compte du temps que tu perds. Là je leur dis, au fait les gars, ça avance votre connerie là, parce que moi c'est prêt depuis longtemps. Hein. Alors, oui, il s'avère que c'est très certainement mon simulateur, puisque là, sur l'iPod, ça tourne plutôt pas mal. On est en mode debug, donc au niveau des animations, c'est un peu la ramasse. D'ailleurs, je vais mettre un coup de... Ah, je vais vous montrer ça, tiens. C'est rigolo. Dans React Native, on a un menu développeur. Quand on secoue un device, c'est pour ça que j'ai secoué mon iPod tout à l'heure, ou quand sur le simulateur, on fait un commande D.
J'aime pas ce genre d'entrée, moi. Hein. Secouer le téléphone, machin. Je sais qu'il y avait des trucs comme ça à l'époque, je voulais déjà pas les utiliser. Maintenant, je sais même plus si ça se fait encore sur les iPhones. Alors, en fait, J'aime pas ce genre c'est... d'input. Non, invoquer le menu de dev, c'est quand même vachement pratique. Parce que t'as Donc pas c'est que d'autres pour le boutons. menu de dev en secouant, c'est ça? Ouais, t'as pas de boutons. Ça le fait. C'est sur Pardon. toutes les apps, ça, ou c'est... Non. Non, en React Native, quand t'es en menu debug. Ah, d'accord. Quand t'es en mode debug, pardon. Regarde. Mais à l'époque, il y a des apps qui voulaient utiliser ça pour te faire annuler une action ou ce genre de truc. Ouais, mais alors en UX, je suis d'accord que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Là, je suis Secoue sur... ton Wow. téléphone, sérieusement, quoi. Je suis sur mon iPod, et là, je secoue. Et hop là, magie, j'ai un menu de dev qui apparaît. Et Bon, ça, pour c'est les quand même devs, plutôt c'est pratique. bien parce que ça te fait pas caler un bouton ou quoi que ce soit, quoi. Et voilà, et c'est comme en général quand tu développes une app, tu la développes full screen, bah, s'il y avait un bouton au milieu, ce serait un peu le bordel. Ouais, pour ça, je suis d'accord. Ça, c'est un vrai cas d'usage. Mais ne faites pas ça pour lui, des vrais clients. Oui, non, ça on est d'accord. C'est comme le Ripple Effect. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième iPad qui est sorti, je sais plus. Ils ont ajouté la possibilité d'avoir un Ripple Effect au niveau C'est quoi, OS. ça? En fait, tu tapes à un endroit de ton écran touch et ça fait comme des vagues, comme des ondes, comme si tu tapais Oh, sur pitié. la flotte. Et alors ce truc-là, c'était hyper facile à mettre en place. T'avais juste une ligne de code à ajouter dans ton appli iOS. Mais alors, Ouais. tu vomis rapidement en tant qu'utilisateur. Tu C'est m'étonnes. atroce. C'est Ah, les horrible. fausses bonnes idées d'interface, ça. Dirtanas qui dit s'il vous plaît, pensez accessibilité, merci. Mais oui, il y a ça aussi, hein. Secoue Ouais, ton ouais. téléphone, il y en a qui vont regarder de travers. Ah bah oui, 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 bien sûr. Ouais, je pense que psychologiquement, mon stage dans une startup ne m'a pas fait grand bien. Ah ouais, la startup, c'est particulier. La startup, par définition, c'est le bordel. C'est le bordel jusqu'au niveau de la direction. Parce que Il y quand a tu eu crées un une autre startup, à la base, Hmm. tu sais à peu près ce que tu veux créer, mais tu sais pas comment tu vas le créer, ni quelle gueule ça aura. Donc, en général, tu révises tes priorités 10 fois par jour, et c'est un peu le foutoir. Je pense Il y a eu que un... je pense que bosser sur un gros projet dans une équipe structurée pour un débutant, c'est pas mal au début. Parce que du coup, ça t'apprend quand même à avoir quelques réflexes et ça fait grandir quand même relativement rapidement. Il y Nico a Popi eu qui un dit l'association smartphone, aussi, c'est le bordel. Il y a eu un smartphone Android aussi qui avait un input. Tu dois le presser. Ah oui, sur les côtés là. Voilà. Alors Ouais. ça, c'est aussi débile que secoue ton téléphone. Hein. Et Ce genre ben, de truc, faut il y arrêter. avait aussi le Samsung là, le Edge, où t'avais des boutons sur le côté, sur le bord. Tu sais, il y a l'écran tactile Ah qui ouais. est courbé sur les côtés. Et Mais t'avais des toutes ces boutons sur les côtés. conneries-là, il faut arrêter ça. Mais il Ah faut bah ils ont arrêté. arrêter. Arrêter d'inventer des trucs comme ça, c'est chiant, ça ne sert à rien. Ils ont arrêté. Je viens de faire le test sur Twitch et ça m'a lancé une pub. Dit Watashi Wakuro Inu. Le test de quoi? C'est pro. Ah, le test de secouer le téléphone. Ah, c'est... Eh ouais, j'ai jamais secoué mon téléphone sur Twitch. Alors, Ça lance une l'association, c'est pub. pas... L'association, c'est pas forcément le bordel. Ça peut être très organisé quand, par exemple, tu crées des commissions et qu'il y a un chef dans la commission et que celui-ci décide d'être un despote. C'est la punition. Secouer le tel sur Twitch, t'es puni en fait. Ah, moi ça me fait rien. Voilà. Ah ouais, mais en même temps je suis Prime. Donc si je suis Prime, j'ai pas le droit d'avoir des pubs. Oui, non, mais les assos, ça peut vite être le bazar aussi. Mais... Non, ce qui est chiant en assos, c'est la prise de décision. Mais ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. J'ai mon point de contact avec ça, c'est quand j'avais fait le site internet du Zoo de Lille à l'époque. Ça fonctionnait comme une assos. Ouais. Et putain, j'ai vu que les prises de décision, c'est impossible. Personne veut se remouiller, il faut faire des réunions à 15, il faut planifier pour la couleur d'un bouton, quoi. Bah, déjà dans une grosse boîte, c'est le bazar. Et encore, dans une grosse boîte, il y a une hiérarchie. Mais alors dans une assos, pour peu que t'aies une C'est vingtaine de compliqué. membres, ça devient très vite compliqué. Parce que le consensus, c'est quand même, on dira ce qu'on voudra, mais le consensus, c'est quand même vachement compliqué à mettre en place. Oui, oui, oui. Moi, je trouve que la meilleure chose à faire avec ça, c'est de définir on est en train de parler quoi. Non, c'est la responsabilité de qui, hop, et tu transfères le bébé à une personne qui va décider. Ouais. Il vaut mieux décider de la personne qui décidera
Ça paraît con, hein, mais on gagne un temps phénoménal derrière. Ouais, ouais. Du coup, je voulais juste vous montrer ce petit truc-là, parce que là, comme vous pouvez le constater sur émission, on a là l'anime qui galère un max. Est-ce qu'elle va se lancer? Oui, la voilà. Donc, ce qu'on peut faire quand ça se passe comme ça, c'est invoquer le Show Perf Monitor. Ça rajoute 2 petits compteurs là. Ces petits compteurs ici, bon, on a la RAM, hein, on a... alors JSC, je sais plus ce que c'est. Donc ça, c'est la console RAM de l'appli. Donc ça, on peut le bouger. Hein. La console RAM... 92 mégaoctets, comment t'as fait? T'as chargé l'univers? Non, là, je n'ai chargé que Mars. Il y a quoi? Il y a 2 mégaoctets de data à tout crever. C'est quoi le reste? C'est la structure. La structure globale, c'est les images, c'est... Il y a plein de choses. Non, les images, je les comptais dans les 2 mégaoctets. Hein. Non, mais le footprint d'un conteneur d'appli qui se lance, c'est déjà 30 mégas ou 35 mégas, je sais plus, sur un device. Et... Ah bah non, j'allais dire, active les options de développeur sur ton téléphone Android, tu vas avoir des surprises, mais t'as pas de téléphone Android. Non. Sur iOS, tu peux pas le faire, je crois pas. J'en ai plus depuis que je dois plus tester des trucs. Bah de toute façon, c'est simple, hein, va voir... Ah mais non, non, sur iOS, tu peux pas voir l'état de ta mémoire. Mais je te demande pas de comparer avec les autres trucs. Je te dis là, ça te semble logique pour qu'un truc comme ça, c'est 92 mégaoctets? Ouais, quasiment toutes les applis React Native en RAM, elles prennent à peu près 90, entre 70 et 150 mégaoctets quoi. C'est ouf. Je sais pas combien prend 6 d'ailleurs. Ah, on peut s'amuser. Ah, je l'ai pas sur... ouf. Oh, je l'ai pas sur ce device. Pourquoi je l'ai pas? T'imagines les gens qui codaient à une époque où avec 92 mégaoctets, en fait, c'était le disque dur de toutes les données de la boîte. Bah oui. Mais à l'époque, ils mataient pas des vidéos en direct sur internet, ils avaient pas des écrans de téléphone portable en 1920 par 1080 pixels. Mais là, c'est genre, on affiche quelques éléments, quoi, c'est tout ce qu'on fait. Moi, ça me fait toujours halluciner. Je sais que je t'emmerde d'exprès, hein, je sais que c'est la norme. Ouais, je sais. Mais je trouve ça hallucinant quand même. Et ben là, tu vois, par exemple, typiquement, je sais pas trop pourquoi l'anime rame autant, parce qu'on n'a pas de drop de frame. Ça, c'est les FPS du thread UI et les FPS du thread JavaScript. Peut-être un petit paramètre à la con dans le rendu quelque part. C'est bizarre. Faudrait que je débug ça. Mais là, pour abonder dans ton sens et envoyer de l'eau à ton moulin, sur la structure d'un truc React Native, tu vois le nombre de vues à l'écran. Ouais. Là, en voyant ce nombre-là, tu te dis, bah c'est 272 ou c'est 354? Ouais. Et ben en fait, c'est 272 354. Répète-moi ça. Il y a 272 354 vues à l'écran. Ok, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Putain. Eh oui, mon gars. Hop là, 292 385, c'est bon? Tu l'as? Voilà. Alors, c'est pas vraiment les vues, c'est les composants. C'est chaque composant, genre... ce texte, c'est quoi? Il y a 3000 composants par lettre inscrite à l'écran ou comment ça se passe? Non, mais là t'as la structure navigation en fait. Oh tiens, ici on a quoi? Script download 548. On a plein de choses en fait dans ce truc-là, c'est mortel. Et du coup... Ah oui, je crois que je l'avais déjà montré dans une autre émission. Firtanas qui dit, ça y est, le combat Nelliger Pierre. Mais non, ce combat-là n'aura jamais lieu. On est trop... On n'est pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes choses. C'est ça. Là, si je fais un capture view hiérarchie... Moi, je fais des lignes de code. Lui, il te les verse au kilo. Vous en voulez une petite tonne de plus, je vous la laisse. Et qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Voilà. Là, tu vas être content. Attention. Tadam. Et là, tu vas hurler. Mais oui, effectivement, si je fais une vue 3D de ma hiérarchie de vues, ben, j'en ai quelques-unes. Hein. Oui, mais pas 300 000. Ah, mais ça, c'est les vues. Ah, c'est pas les vues
à l'écran, c'est les vues instanciées dans l'appli. Bah, même comme ça, Attends, ça fait 300 000. on va s'amuser. Amusons-nous, puisqu'on est là pour ça aussi quand même. Nico Pupi qui dit vive la dictature. Ah bah bien sûr. On va arrêter ça et on va se faire une nouvelle app React Native et on va aller voir sur Pour une le app LOL. neutre, donc toute neuve, qui n'a rien du tout. Alors attends. Alors, quand on dit rien du tout, c'est 3 millions de lignes de code. Hein. Arrête. Bah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben non, c'est pas 3 millions de lignes de code, mais ça doit bien être 300 000, ouais. Alors, on va se faire un MK dire test. Hello world. Alors, amusons-nous. Clear, hop, React Native. Le pire, c'est qu'après, tu peux trouver sur le net des conférences optimiser son application React Native. Et tu vois le mot optimiser après ça, tu t'étouffes. Merde, en plus, voilà, tu me perturbes, du coup, j'ai fait une appli Hello World. Hello World, eh ben, on va renommer l'émission, c'est pas grave. Hein. C'est Hello World, mais avec l'accent indien. Hello World. Ok. Allez, New Finder Window. Déjà, on va s'amuser. Comme je sais que ça te fera honteusement plaisir. On s'amuser à voir quels dossiers, quelle hiérarchie nous a créé. Alors, Hello World, ici. Virtanes qui dit c'est l'époque de l'économie. Ouais, non, pas vraiment. Alors, là j'ai envie de dire boom. Donc on se retrouve avec du point .vrc, du bug config, du flow config, du git attribute, git ignore, watchman config, enfin de la config dans tous les sens, du yarn lock, du package JSON, et on a un petit répertoire Android dans lequel il y a app, dans lequel il y a src, dans lequel il y a main, Java comme, et le world. Et là, t'as combien de vues sur cette app vide? Bah justement, alors on va la lancer. Parce que je comprends pas comment t'arrives à 300 000 là. Bouge-t'y pas, attends, bouge-t'y pas. Déjà, je voudrais voir faire un get info sur le répertoire. Normalement, il... Voilà. Je calcule... quelqu'un qui dit « Ouvre pas notre module, il va faire une attaque. » Oui, bah oui, exactement. Alors, mon répertoire de mon appli vide, parce que je vous rappelle que j'ai juste fait un React Native espace init, le nom de l'appli, fait 134 mégas sur le disque. Mais putain! Pour 19 487 items. Mais quoi? L'application est vide, quoi! Ouais, mais du coup, je pense que c'est exclusif, enfin, c'est quasi exclusivement le Node Modules. Si je fais le même get info sur le répertoire Node Modules. On rappelle que un caractère de code, ça fait un octet, hein. Ouais. Alors, on rappelle juste ça au passage, voilà. Ça dépend, hein, si t'es en Unicode, en ASCII. Ah, ben. Ça dépend de l'encodage de tes fichiers. Avec BOM, sans BOM. Donc j'ai 19 487 fichiers, dont 19 417 fichiers dans Node Modules quand même. Donc hors Node Modules, qui est un machin qui est téléchargé depuis l'internet, de façon automatique, j'ai quand même 70 fichiers. Alors maintenant, amusons-nous. On va open cette fameuse optimisation sur 20, quoi. Appli. Donc on est dans test, Hello World, iOS, et on va prendre Hello World. Non mais sans rire, vous voyez pourquoi il vous faut des téléphones puissants avec plein de mémoire et ah bah oui, là t'as intérêt. Hein. Bah voilà. Tout simplement parce que le moindre truc. Alors attends, on est sur l'iPhone 8. Et la gestion des simulateurs c'est un bazar aussi. On va déployer Hello World sur l'iPhone 8. On va fermer Renegade. De toute façon, j'ai fixé mon bug. Je reviendrai plus. On est juste sur comment faire friser la crise d'apoplexie à Nelliger. Voilà. Même avec un couteau sous la gorge, un flingue sur la tempe, jamais je ne donnerai raison à Nelliger, dit Ziok. Oh, c'est vilain ça. C'est un salopard. Moi, j'ai donné raison à Nelliger au moins une fois. C'était dans la 3e émission, je crois. Et je l'ai pas clippé, j'aurais dû. Parce que Nelliger a dit « Tu as raison » en me parlant à moi. Oh, je devais être bourré. Ouais, c'est possible.
Merde. Donc ça, c'est le fameux bug du oui, le project settings, il faut être sur le legacy build system de Booz. Alors, HD Loga, là, on parle pas d'un outil, on parle que tu as besoin d'une ville comme Paris pour pouvoir construire ta maison. C'est pas pareil. Hein. Il y a une question d'ordre de grandeur. Bah ouais, après on arrive à ces extrémités à cause de l'enchevêtrement de Lib. Hein. On en a déjà parlé dans cette émission, je crois, mais je sais pas si tu te souviens Ouais, il y a des trucs justifiés, il y a des libs qui font 2 lignes, quoi. Oui, mais tu te souviens du jour où un mec avait tué l'internet juste en virant sa lib de GitHub. C'était merveilleux. Et le pire, c'est que quand tu voyais la lib, c'était leftpad, je crois. Rien. Leftpad. Oui, c'était incroyable que les mecs aient besoin d'une lib pour ça. C'est ça, un module vous manque et tout est dépeuplé. Leftpad. Et au final, la fondation NPM avait été obligée de le... C'était historique, hein, ça s'est jamais fait. Et ils avaient été obligés de remettre le truc alors même que le gars l'avait viré. Mais oui, c'est un truc de fou. Index.js. Autant je suis assez d'accord avec pas mal de points avec les gars, autant je pourrais pas dev avec lui. Non, de toute façon, dev avec moi, c'est un cauchemar. Je peux pas bosser avec des gens. Ah non, mais Nelliger ne dev avec personne. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, je peux pas. Il les flagelle. Un moment d'absence quand il a dit ça, ouais. Adrien Redon qui dit « Si tu déploies ton node module, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et en général, dès qu'il y a un truc qui va pas dans une appli node, tu vas buter le répertoire node modules. Tu fais rm-rf node modules. Et ensuite, tu refais un yarn. Parce que là, il est en train toujours de construire ton app. Ouais, mais alors ça, c'est pas forcément dû à React. On rappelle qu'elle est vide. Hein. Là, c'est plus dû à... Ouais. Là, tu vois, il est en train de faire d'analyser les fichiers sources de React native. Tu vois, il est en train de builder le framework Objective-C React. Voilà. Qui est là. L'application est vide. Non, enfin, la librairie bien sur ce point. Hein. Mais oui, mais React, il fait le café. C'est comme si tu me disais, oui, c'est quand même bizarre que tu aies besoin d'un maçon pour construire un mur. Ou, enfin, non, ou d'autant de briques pour construire un mur. Ça va pas. Hein. Là, c'est genre, t'as acheté toutes les usines de briques du monde. Hein. Il y a toujours... Non, les comparaisons, il faut conserver les échelles. Là, il y a un vrai problème d'échelle. Mais non, mais React Native... c'est un framework pour faire des applis, mais pas dans la techno qui est dédiée, qui a été créée pour faire ces applis-là. Donc en fait, par définition, le truc doit savoir tout faire. Même s'il ne fait rien quand tu l'initialises. Il doit savoir tout faire. Donc c'est un peu comme si tu me disais... et ton application Hello World, on sait combien elle pèse sur le téléphone? Pas qu'en mémoire, en total. Attends. Je me suis réché. Sortons les données, hein. Les données d'un Hello World, ça va être très intéressant, je crois. Mais non. C'est des... Hello World... Non, mais le package pèse très peu, au final. D'ailleurs, c'est la seule techno hybride qui est des packages si peu volumineux dans le Hello World, justement. npm start. Ridges qui dit si tu commits ton répertoire de modules, non, le premier truc la première ligne en général d'un git ignore, je sais pas si là c'est le cas. Normalement, c'est pour virer notre modules. Alors, reload. Tu vois, par exemple, je n'ai strictement rien fait, hein, mon appli est toujours neutre, elle est toujours vide. Il est en train de construire un package à partir de 395, 400, 460, 480, 544 fichiers. Oh, 2900 je crois, à la fin. Oh. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise, moi? En fait, React Native, c'est un dico, quoi. C'est comme si tu me disais, l'analogie je veux un dico, mais je veux dans ce dico que les mots que je vais chercher. Bah non, ça marche pas comme ça. Un dico, il a tous les mots. Enfin, ou en tout cas, énormément de mots. Quand tu compiles ton application, on pourrait très bien ignorer tout ce qui ne sert pas dans l'application en question. Bah, c'est bien la raison pour laquelle le package final est si faible et si
petit. Alors, on va voir ce que c'est fait. On se rappelle bien, on affiche Hello World. Alors, Non, mais pour moi, là, c'est pas il va 30 mégas, hein. parser 2900 fichiers pour en extraire que les petits bouts Oui. que moi j'utilise. Donc c'est pas parce Si qu'il parse l'application- 2900 fichiers qu'il va tous les ajouter à mon bundle. Non, ce que je veux dire, c'est que si l'application fait 30 mégas, il y a un vrai problème. Et non, elle fait pas 30 On mégas. On affiche un Hello World, hein. Donc on va voir. Alors attends, welcome to React Native. Alors, à la base, c'est quand même ce qu'on voulait faire. Allô? Que lui arrive-t-il? Attends, on va la tuer, on la relance. Pourquoi mon commande D ne marche pas? Ah, mais c'est pas possible. Oh, shake gesture. Show perf monitor. Voilà. Alors, elle est neutre, il n'y a rien dedans. Elle fait 73 mégas 91 de RAM. Et des views, par contre, il n'y en a que 710. 73 mégas de RAM pour afficher Hello World, ok. Non, pour afficher Welcome to React Native, to get started, edit Oui, app.js. Oui, donc 73. Et il y a 710 views. On va arriver à 74 d'ailleurs. Et attends, mais en plus, si ça se trouve, j'ai dit des bêtises. C'est pas 710 views. Mais non, attends, je te dis une bêtise. On n'était pas à 300 000 views tout à l'heure. Non, c'est. Je pense que les views. En fait, le chiffre du haut, c'est le nombre de views visibles. Et le chiffre du bas, c'est le nombre de views total. Non, attends. Je crois que j'ai dit une grosse énormité tout à l'heure. Mais tant mieux, mais regarde. 74 mégaoctets, on rappelle aux gens, ça fait 74 millions de caractères. Oui, mais alors là, pour le Intégrer coup, l'idée ça s'applique pas. Parce que dans les 74 mégaoctets, tu as du bytecode. Enfin, t'as énormément de binaires. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a encodé exactement? Non, mais déjà, il y a le JS Core Il faut faire qui un tourne cadre, il là-dedans. faut afficher 2-3 trucs, et puis voilà. Écoute-moi. Dedans, il y a le JS Core qui tourne. C'est-à-dire que moi, mon code JavaScript, mon bundle React Native, il tourne sur un thread séparé du UI thread. C'est pour ça qu'on a deux threads ici, un thread UI et un thread JS. Et ce thread-là, c'est le JS Core. Le JS Core, c'est un composant du système. Donc certes, ça pèse dans la RAM, mais c'est un composant du système, c'est pas un composant de l'app. Et je sais pas combien il pèse. Pourquoi c'est compté dans l'app alors? Parce que c'est l'app qui a demandé l'exécution de ce thread-là. Donc c'est dans son sandbox en fait. Les applis iOS, comme les applis Windows Phone à une époque, elles sont sandboxées. C'est-à-dire que ton appli tourne dans un environnement complètement clôturé. C'est un peu comme une machine virtuelle, quoi. Tu peux pas en déborder. Sauf si tu demandes des autorisations express de la part du système. Tu peux pas en déborder, pas comme les streamers de midi. Oh, ça suffit. Et puis il est 13h37, j'ai le droit jusqu'à 13h37. Oh, il faut que je coupe. Il est 13h37. Ouais, je sais. Mais c'est bon, après il y a une rediff, en plus une rediff du chef, quoi. Le chef, il parle trop, on le voit trop. Clippez les gens, clippez-moi ça tout de suite s'il vous plaît. Clippez. Ah là là, mais non, le chef, il serait pas là. Ben on serait pas là. Voilà, il y a la rediff du chef et après il y a rien d'autre. Donc c'est bon, on a le temps de discuter. Ah, tu vois, regarde, le temps de discuter, on est passé de 73 mégas à 69 mégas. Donc en plus, ça varie énormément alors que ma hiérarchie ne varie pas. Alors là, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Non, je voulais voir React Native Perf si, c'est Perf Monitor. Comment ça s'appelle ce truc? Ah, ça me saoule ça quand le simulateur il commence à perdre les pédales. Shake gesture. Si, c'est Perf Monitor. Et il faut le comprendre, ton simulateur. Tu lui demandes quand même beaucoup, là. Hein. Welcome to React Native. T'enlèverais quelques lettres. Ça se passerait mieux. Arrête un peu ton troll. Alors, React Native, performance. Mais oui, mais... Voilà. Ok. Et c'est pas grave. Demain, normalement... Ouais, c'est ça. Tu vois, view 0,0. Donc... Demain, normalement, je reçois le tout nouvel iPad Pro. Il a une puissance de dingue. Il pourra faire tourner l'appli Studio Renegade. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr. Oh là là, t'es vilain, hein, t'es vilain. Franchement, tu crois que ton PHP, quand tu fais tourner un serveur PHP, tu crois vraiment que l'empreinte RAM de ton serveur PHP, c'est uniquement ton code PHP?
Non, mais par contre, je l'envoie mon empreinte. Et mon empreinte sur une page de service qui doit rendre toute une page de mon réseau social, c'est moins que l'empreinte RAM de ton application Welcome to React Native. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Mais ton runtime PHP, il tourne sur le système. Est-ce que tu le Oui, comptes? bah bien sûr, parce que tu le vois sur le process PHP. Donc, quand j'ai un process PHP qui fait 70 mégas de RAM, je me pose déjà des questions. Je me dis, il y a un truc lourd qui s'exécute là. Bah ouais, Et mais ouais. ton serveur PHP il tourne sur un runtime. Moi, là, on est sur une techno qui déjà fait tourner deux types de technologies différentes. Donc bon. Alors, Nicodie n'ouvre pas le code de Minecraft, tu vas avoir peur. Alors, la version Java, ouais, officielle, originale, on va dire, elle est réputée pour ça. Hein. J'ai pas regardé, mais il paraît qu'elle fait peur. Mais c'est pour ça aussi que je crois que Microsoft avait demandé un redev pour l'application Windows, parce que, bon, la version Java, voilà. Bah, enfin, Java, c'est quand même. T'as vite fait Attention, de tu marches te sur perdre dans des la œufs. complexité du langage et les possibilités de la machine virtuelle. Quoi. Oh, c'est joliment dit pour ces personnes, ça. Surtout si t'as une grosse équipe. Ah, j'ai récupéré mon commande D, dis donc. Non, j'ai toggle l'inspecteur, on s'en fout. Hide perf no. Ah d'accord, ok. Show perf monitor. Ok, bon. Très bien. Ah bah voilà, là on est mieux, on est à 85,5 mégas. 89,5 mégas de RAM. Et alors si Alors, je je sais fais... pas pourquoi, Adrien Rodon, tu parles d'une page Chrome, parce que ça n'a aucun rapport avec exécuter un truc en PHP. D'ailleurs, tu peux le faire en command line. Voilà. Oui, non, je pense qu'il faisait faux par rapport au fait que c'était trop... Enfin, que tu considérais que une appli avec... Enfin, qui bouffe que 70 mégas, c'est trop. Hmm. Oui. Je pense pas Après, les qu'il parle navigateurs de sont codés PHP. de manière encore pire que ça. Donc, c'est clair que le moindre onglet que tu ouvres, ça a un impact RAM monstrueux. Ça m'a toujours aussi fait peur. Et tu vois là, je me retrouve déjà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y a 6 layers avant d'arriver à quoi que ce soit qui diffuse quoi que ce soit. Enfin, à quelque chose qui diffuse quoi que ce soit. Je veux dire. Alors là, je regarde en direct, par exemple, mon pool qui sert les requêtes du réseau social. Mhm. L'empreinte mémoire d'un process PHP FPM qui fait tourner les trucs, sachant qu'il les enchaîne et qu'il purge pas à chaque fois la RAM. Hein. Il les purge toutes les 100 ou 200 requêtes, je crois. C'est 34 mégas. On est très loin dans Hello World. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais on est très loin de. Enfin, moi, je suis un dev qui a beaucoup. Enfin, je suis un dev .NET à la base. Donc, moi, tant que mon pool il consomme pas 1 giga 8 de RAM, ça me va. Ouais, ça, c'est du troll facile. Oui, je veux dire. Je sais pas si t'as déjà bossé dans 2IS, mais. Non. Moi, il m'est déjà arrivé de bosser sur une appli où en fait il y avait un bug avec une fuite mémoire qui faisait que on arrivait à la capacité max d'un process Windows dans Oh la vache. dans la pp pool. Faut Et du coup, il se faisait recycler automatiquement par le système. Ouais. Donc, c'était 3 Go 75, je crois, ou un truc dans le genre. Oui, c'est les limites qui a été levée avec le 64 bits d'ailleurs, je ouais. crois. Enfin, la limite est beaucoup plus haute maintenant. Oui. Bah oui, parce que le dernier projet sur lequel j'ai bossé en .NET, les pools en stable, ils faisaient 8 Go de RAM. Mais c'était quoi? C'était Photoshop ou? Non, des services qui appellent une base de données. Non, je t'avouerai que là, ça a toujours été un mystère pour moi. J'ai jamais compris pourquoi ça bouffait autant de RAM, ce truc-là. Bon, on s'est bien amusé. On a vu que PHP et React Native n'étaient pas tout à fait dans le même monde. Il existe de tout. Tiens, d'ailleurs. Et après, soyons honnêtes, hein, ce que je critique, c'est pas un langage, hein, parce que ce que je consomme en PHP, je trouve ça beaucoup trop aussi par rapport à ce que ça fait. Je critique le système d'une époque. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord. On gaspille les ressources à tous les niveaux. De toute façon, ça c'est un sujet de fond. C'est un sujet de fond sur lequel je voudrais bien faire une émission, un de ces quatre.
Et Pourquoi d'ailleurs, pas? On fera un débat. Il y a une émission débat qui va se créer. ouais, mais alors pour le coup là, ce serait pas forcément du débat, ce serait plus une discussion autour du truc, parce que je pense qu'il n'y a pas de débat. Les technos, le cloud, les serveurs, la façon qu'on a d'utiliser la techno à l'heure actuelle, et je pense qu'il n'y a pas de débat pour dire qu'on crame complètement de l'électricité pour rien à tous les niveaux, quoi. Ouais. Je vois même pas comment est-ce que quelqu'un pourrait défendre le non, il faudrait qu'on consomme plus. C'est vrai que c'est dur à défendre là. Hein. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ou ne serait-ce que non, on consomme pas trop pour ce qu'on fait. Déjà ça, c'est dur à défendre. Ouais, c'est clair. Mais Christophe m'a proposé. Christophe a rencontré un chercheur de l'INRIA de Grenoble qui a fait sa thèse visiblement sur l'impact des langages de programmation sur la consommation énergétique. Et du coup, ça m'intéresserait pas mal de le faire intervenir et de discuter avec lui. Parce que je pense qu'il peut nous apprendre des trucs qui vont nous faire verdir. Mais déjà, même de mon côté, j'ai déjà vu des trucs. Des trucs qui m'ont insurgé. Et en plus, en fait, ce qui m'a le plus fait flipper, c'est que j'ai vu ce système-là, j'ai vu un système dans lequel il y avait des tâches SQL qui tournaient la nuit et qui pouvaient durer jusqu'à 8 heures pour des tâches qui en fait étaient au bout des 8 heures, qui étaient plus ou moins annulées par ce qui suivait après. Ouais, j'ai déjà vu ce genre de truc aussi. Et c'est pas 8 heures d'attente, c'est 8 heures de computing. Donc j'ai vu des bases de données entières réécrites avec les mêmes données en 8 heures. Ça, plus tout ce qui est la business intelligence. Calculer un cube de données, un cube OLAP, ça peut facilement mettre 24 heures. Mais c'est 24 heures de compute. Et là, 24 heures de compute, l'empreinte carbone qu'il y a derrière, elle est juste monumentale. Enfin, oui. Et je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez et qu'il faudrait peut-être effectivement aborder, quoi. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais je suis d'accord avec Nico Popi là. On peut consommer plus car on développe plus vite sans se soucier de la qualité du code. Alors, je nuancerai le propos. Je dirais que oui, effectivement, il y a certains cas et certaines conditions et surtout souvent certaines méthodes de gestion de projet qui favorisent le truc. Après, je pense qu'on manque aussi d'outils pour évaluer la consommation énergétique de notre code. Ça, ce serait un truc intéressant à faire. Développer une espèce de, je sais pas moi, une espèce d'environnement sandbox dans lequel tu fais tourner un serveur ou une appli ou quoi que ce soit pendant 24 heures et il te sort la conso en CO2 de ton app. Et je pense que ce serait effectivement... je pense que ce serait assez rapidement alarmant. Si le but c'est d'aller le plus vite possible, on peut trouver des personnes qui s'en foutent de la qualité du code et qui veulent gagner de l'argent. Mais... On revient sur le sujet des startups. Les startups, c'est... qu'est-ce qui fait qu'une startup marche Elle a fait quelque chose de nouveau avant tout le monde. Si elle a fait quelque chose de nouveau avant tout le monde, en fait, le time to market, donc il y a le temps qui se passe entre le moment où on a l'idée et le moment où on sort le produit, il faut qu'il soit le plus réduit possible. Et quand tu commences à te dire, je vais créer une plateforme entière en 2 mois, à 2 personnes, il y a forcément un moment où le rythme de travail, la cadence et la charge fait que tu vas faire de mauvais choix. Même si tu veux pas les faire. Donc, oui, effectivement, il y a des cas dans lesquels on va trop vite et on fait pas assez de code de qualité. Sachant que j'aime pas dire les gens font pas assez de code de qualité ou les gens vont trop vite. Je pense tout le monde, tous les développeurs à tous les niveaux. Moi, je crois pas en le mythe du mec qui fait tout selon le software craftsmanship. J'arrive même pas à le dire. Quoi Le software craftsmanship. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais même plus comment ça s'écrit, tu vois. Software craftsmanship. Voilà. Tu connais pas ça? Non. Pourtant, c'est exactement ce que tu prônes. C'est l'artisanat logiciel. C'est les gens qui cisèlent leur code.
que je fais, ça. Mais moi, je crois pas au mec qui vit toujours selon ses principes et qui n'en dépasse jamais, quoi. Il y a forcément un moment où tu vas faire quelque chose qui va pas. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des moments où tu revois ton code il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu te dis c'est pas possible. Il y a forcément un T'as moment peur. où tu vas faire un choix et tu vas le faire trop rapidement. Ou alors tu vas le faire sans avoir toutes les données dont tu aurais besoin pour faire ton choix. Oui, il y a ça aussi, ça joue. Et tu te retrouves forcément à un moment ou à un autre dans une situation où t'as fait le mauvais choix, mais c'est pas forcément de ta faute, entre guillemets. Euh, et, et, et ben en fait, avec le temps qui t'est imparti, t'as même presque plus la possibilité de revenir en arrière, sauf à envisager un chantier pharaonique, quoi. J'avais un ancien chef qui me disait en IT, enfin en dev informatique, tout bon logiciel, tout bon serveur, toute bonne application, qu'elle soit web, mobile, etc., il faut jeter le code tous les 18 mois et refaire from Oula. scratch. Oui, quand on a que ça à faire. Voilà. Ouais, Et je tu suis vois, pas de cette école-là. Je trouve pas que ce soit nécessaire. quand on a que ça à faire, et ben, il peut se transformer effectivement on commence à faire du code on commence à faire de la non-qualité parce que les choix qu'on a fait à la base auraient été différents si on avait su à l'avance le cycle de vie du projet et ce vers quoi on Mais tendait après. tellement. Ça, c'est très vrai. Et malheureusement, on Malheureusement. ne peut pas deviner à l'avance, on ne peut pas présumer de la structure d'un projet avant que... Mais tu sais ce que je fais dans ce genre de cas? Moi, j'impose des heures de maintenance. Il y a des fois, on me dit, mais il n'y a plus rien qui avance là depuis hier. Je dis oui, parce que je suis en maintenance. Ouais. Je, je, re- je Tu- refonds des parties du code entières Ouais. pour se conformer à la propreté du projet actuel. Mais ça, par contre, c'est des trucs que les chefs de projet ne veulent pas en entendre parler, mais il faut le leur imposer. Il y a de la maintenance, elle est nécessaire, elle n'est pas dispensable, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, il y a des choix d'architecture de base qui font que tu peux te faciliter, entre guillemets, la possibilité de faire ce genre de maintenance. Quand tu fais de l'architecture monolithique et que tu dois refondre un des pans de base de ton architecture, bon, ça peut vite devenir 2, 3 semaines, un mois, sans activité, sans nouvelles features, parce que tu vas devoir casser tes fondations et les reconstruire et bien les blinder, quoi. Mais, Tout à euh, fait. mais si tu es en architecture microservice ou autre, tu peux quand même avoir des leviers un peu plus simples et faire les choses de façon un peu plus itérative. Mais dans tous les cas, moi je crois pas au mec qui un matin se lève, il déroule toute sa journée et en fait il a fait aucune erreur de toute sa journée et il a fait que du code aux petits oignons nickel qui durera sur les 150 prochaines années. Ah, Ça pourtant, n'existe ça pas. m'est arrivé des jours comme ça. C'est pas tous les jours, bien sûr, mais ça m'est arrivé. Bon alors des années si tu veux. Il Ou y a des des... projets, même sur la longueur d'un projet. Il y a forcément un il y a- moment où. Ah oui, non, mais il y a toujours des erreurs, mais des jours bénis, t'en as Mais c'est pas régulièrement, forcément hein. des erreurs, c'est justement ça le problème. C'est que parfois c'est pas des erreurs. Parfois ce sont des choix qui sont logiques à l'instant T et qui ne le sont plus à l'instant T plus 2 mois, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Et ça, tu n'as aucun moyen de le prévoir. Et quand on parlait de start-up tout à l'heure, une start-up, la base d'une start-up, même sans parler de capacité de projection ou autre, une start-up, c'est surtout pour cet environnement qu'a été créé qu'ont été créées les méthodes agiles, c'est essayer de proposer un service ou un objet ou une plateforme ou une app à des utilisateurs, prendre leur feedback, maturer ce feedback et faire évoluer ton service, ton appli, etc. Et revenir avec une nouvelle version qui leur plaît plus. Et ça, tu le fais en continu. Et ça fait un cycle où, en fait, au fur et à mesure des itérations du cycle, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choix que tu auras fait, des choix architecturaux que tu auras fait au début, et qui Hmm. sont remis en question plusieurs mois plus tard, parce que tu les as fait selon les données que tu avais en entrée, quoi. Et tes données en entrée, mais en fin de compte, quand tu es dans une startup, tes données en entrée, c'est un peu du jus de cerveau sans. C'est pas des specs, quoi. Tout à fait.
Après, j'ai eu aussi des projets sur lesquels j'ai eu des specs et des reproches sur le non-respect de specs, sachant que ça s'accordait, enfin, ça s'accompagnait d'une nouvelle version de la spec qui n'avait strictement rien à voir avec la première. C'est un autre débat, un autre sujet. Un Angry Baguette qui dit bonjour d'abord. Bonjour Angry Baguette. Je me permets de vous link ce post où sur bien des points je suis d'accord. Le désenchantement logiciel, ouais, je l'ai vu passer ce truc-là. Et effectivement, il y a plein de bonnes choses, mais il n'est pas non plus, à mon avis, à mon sens, encore une fois, à prendre comme, enfin, pour argent comptant. Je pense qu'on est tous différents, on fait tous les choses de façon différente, et on a tous nos contraintes, et on fait tous nos choix à un instant T, qui seront pas forcément les meilleurs, enfin, qui prouveront plus, pas forcément être les meilleurs sur la durée, quoi. Bon, et ben là, j'ai complètement explosé le temps. Donc, si oui. je veux pas que Virtanas m'envoie une lettre à l'Anthrax parce que la rediffusion du chef est toujours pas en ligne. Oui, c'est ça, avec lui, ça dépend toujours de ce qu'il y a après. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, ce serait une rediffusion d'Electronique et vous, je pense qu'il serait pas aussi énervé. Hein. Exactement. Ah non, mais c'est bien. Ouais. Bon, bah voilà, bah on a fait une grosse digression, on a fixé un bug, on a parlé de plein de choses et on a même eu un petit débat. Donc c'était une bonne émission. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Nelliger, merci à tout le monde qui est venu dans la chatroom. C'était bien dynamique cette fois-ci, c'est cool. Bah, si vous voulez que ce soit encore plus vivant, n'hésitez pas la prochaine fois à venir en vocal hein, sur le Discord. Je mords pas, Nelligor non plus quand il est là. Donc, Non plus. et puis quand il mord, de toute façon, il peut pas mordre en vocal, donc vous ne risquez rien. Eh bien... Ça se... De quoi? Ça se discute. Eh ben, à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. À suivre juste la rediff du chef, effectivement, et ce soir, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ouh là là, je fais pas mon taf d'annoncer les prochaines. Hop là, Studio Renegade, studiorenegade.fr pour avoir tous les détails. L'agenda, ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a du Foxcraft. Ah bah on se retrouve ce soir, j'imagine, dans le Foxcraft, Nelliger? Non, probablement pas. Ah, ce sera juste Rusher, alors, peut-être. Eh bien, à mardi prochain, merci à tous, bye. Bye.